Je m'appelle Pierre-Paul Riquet. Je suis mort. Bien oui, êtes-vous surpris? Je suis mort le 1er octobre 1680. J'avais 71 ans. Je peux vous dire qu'à l'époque, c'était exceptionnel. Je suis mort dans mon lit, dans ma chambre, dans mon domaine de bon repos. Ah, Dieu sait si j'avais besoin de repos, car j'avais épuisé toutes mes forces pour construire l'un des plus beaux ouvrages de France, le canal royal des Deux Mers. Aujourd'hui, vous, monsieur, ou encore vous, madame, l'appelez tout simplement Canal du Midi. Canal du Midi. Cela me plaît. Il est donc devenu le symbole de l'union de toute une province. Figurez-vous que je poursuivais ce projet, ce rêve, depuis ma tendre jeunesse. Je m'appelle Pierre-Paul Riquet. Et ce canal, je l'ai construit au XVIIe siècle, en un temps où n'existait que la pelle et la pioche. Si nous avons creusé à la sueur de nos fronts, c'est qu'il était urgent de donner aux États du Languedoc les moyens de vendre leurs richesses. Nous avions des champs féconds, des greniers pleins de céréales, des tonneaux remplis de vin, mais il nous était difficile d'acheminer ces marchandises vers d'autres provinces, d'autres pays. L'affaire avait beau donner, les petites gens n'avaient pour subsister que du pain à manger, du pain fait de farine de gland et d'argile, ou de la soupe de racines. Il nous fallait une voie d'eau capable de réunir les deux mers. Je m'appelle Pierre-Paul Riquet. Écoutez donc mon histoire. Je suis né en 1609 à Béziers. Mon père, Guillaume Riquet, est consul de la ville. Homme respectable aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Il a falsifié quelques papiers, fait des affaires frauduleuses et est acté de la prison, mais c'est un homme débordant d'idées et de relations. Un véritable entrepreneur, en somme. Moi, je n'ai pas fait de brillantes études et je sais que, n'ayant appris ni le latin ni le grec, je ne pourrais lui succéder comme juriste. Cela tombe bien. Je ne me vois pas passer ma vie derrière un écritoire. Je préfère la science, les mathématiques. Et j'ai besoin d'être au contact des éléments. Un soir d'avril 1618, mon père rentre du conseil des 30 sages de Béziers. Il nous raconte qu'un dénommé Aribat leur a proposé de creuser un canal pour joindre les deux mers, Océane et Méditerranée. Cet Aribat veut pour cela utiliser les eaux de l'Orne et de l'Aude. Bien entendu, le Conseil des 30 a voté contre, à l'unanimité, ou presque. Une voix favorable s'élève, celle de Jean de Millau. Le dit Jean est conspué par tous les autres sages, puis par le tout Béziers. Bien sûr, l'Orne et l'Aude sont des rivières par trop incertaines. Et à part ça, de l'eau dans la région, il n'y en a guère. Ce Jean de Millau, je le connais. Il a une fille, Catherine. Une charmante enfant, ma foi. Mon père, lui, ne veut plus entendre parler de la famille de Millau, devenue la honte de Béziers. Moi, je suis sûr que de l'eau, il y en a. Mais il faut la chercher. En 1630, à la mort de mon père, mon parrain, François de Portugnarès, me donne l'opportunité d'entrer
dans la ferme des Gabelles du Languedoc. Mais n'allez pas croire, madame, que je sois devenu paysan. Eh bien non, le fermier récolte, ou plutôt collecte l'argent de la gabelle. Eh bien oui, l'impôt sur le sel. Chaque année, tout le monde, même vous, monsieur, doit acheter une mesure de sel pour financer le trésor royal. Les gabelous, eux, sillonnent la région et font payer. Souvent en utilisant la force, car comme tous les autres impôts, la gabelle n'est pas très populaire. Moi, j'y gagne de l'argent. Beaucoup d'argent. Et je compte un jour bien l'employer. Et l'employer bien. Je vis à présent à Revel, juste à côté de Saint-Félix-Lauragais, où s'est réfugiée la famille de Jean de Millot, après le scandale de Béziers. Et je me prends d'affection pour Jean. Oh oui, je me prends d'affection pour lui. Il continue de prétendre que ce canal est possible. Je me prends d'affection pour lui. Et pour sa fille. Catherine. Qui, ma foi, est devenue une superbe jeune femme. En 1638, Jean de Millot se meurt. Et j'épouse sa fille, Catherine. Mon destin est scellé. Je ferai ce canal. Je le ferai. Mais d'autres avant moi s'y sont déjà cassés les dents. Déjà les Romains, puis Charlemagne, ou encore Henri IV l'avait envisagé. François Ier a même fait venir Léonard de Vinci pour étudier le projet. Et tous ont échoué. Même le grand Leonardo da Vinci. Tous se heurtaient à une difficulté. Amener suffisamment d'eau jusqu'aux Naurouses, car il est reconnu que là se trouve le point de partage. Les eaux qui coulent partent d'un côté vers la mer Méditerranée, et par moitié de l'autre côté vers la mer Océane. Oui, mais pour l'approvisionner, il faut une source stable, durable, qui ne tarit pas. Mais je ne vois pas où la trouver. Hormis dans la montagne noire, qui justement descend vers Revel. Au cours d'une chevauchée, je fais la connaissance de Pierre Campmas. Ah, Pierre Campmas, jeune gaillard, un jeune fontainier qui connaît la région comme sa bourse. L'eau n'a pas de secret pour lui. Et il m'affirme, droit dans les yeux, comme ceci, madame, il m'affirme que la montagne noire regorge de sources durables. Ah, dès lors, nous arpentons le massif ensemble, à cheval, pour toutes les recenser. Et le soir, ma femme, Catherine, qui, ma foi, est fort douée en dessin, reporte mes découvertes sur un grand tableau en aquarelle. Nous nous sommes installés dans une demeure que sa famille lui a léguée. Le château de Bon Repos. Une demeure fortifiée où je compte recevoir ma descendance. Ah, je sais que pour l'heure, il n'est pas possible de construire un canal. Eh bien oui, pour cela, il faut la paix. Et la France traverse par trop de crises. Après la mort de Louis XIII, la fronde des princes dure 10 ans, jusqu'à ce que Louis XIV puisse revenir à Paris. Sans compter le conflit avec l'Espagne. Et la peste. La peste qui ravage la région. Peste soit la peste. Les gabelous qui m'y assistent n'y sont pas pour rien. Ils y sont même pour quelque chose. Certains ajoutent du sable au sel pour en accroître le poids.
Et fort bon. Fort heureusement, il y a Paul, mon ami d'enfance, Paul Masse. Paul Masse m'aide. Il me déleste de la gestion quotidienne des gabelles. Et je peux continuer l'arpentage de la région. Un matin de septembre, alors que je me suis arrêté dans une auberge, où le tenancier est fort sympathique, je découvre le point précis de partage des eaux. À Naurouz, juste à côté de la fontaine de la Grave. Mon opinion est faite. Ce canal est réalisable. Oui, mais il faut convaincre les puissants de s'y intéresser. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Je fais construire dans mon domaine de bon repos un canal en modèle réduit, une sorte de maquette. Et rien n'y manque, non, rien. Point de partage des eaux, bassin de retenue, écluse, et même une montagne percée. L'eau qui approvisionne tout cela nous vient du puits, celui que nous possédons. En novembre 1662, j'invite l'archevêque de Toulouse, Monseigneur d'Anglure de Bourlemont, pour lui montrer mon canal en miniature. Monseigneur de Bourlemont n'est pas moins que le représentant du roi pour les États du Languedoc. Et Monseigneur d'Anglure s'enthousiasme pour ce canal miniature. Il me recommande, me prie, me donne l'ordre d'écrire séant de sa part à Colbert pour le tenir informé des travaux et de mon projet de construction. Colbert! Ah! Colbert! Le grand argentier de la nation, connu pour avoir redressé les finances de la France, notamment en augmentant la gabelle. Colbert. Oui, mais le simple mot dépense le met dans un état second. C'est certainement là le propre de tous les financiers. Néanmoins, j'écris à Colbert. Veuillez, monsieur, décacheter cette lettre et lire d'une voix claire. N'hésitez pas. C'est de la cire de bonne qualité. Lisez d'une voix claire et sans déférence, car Colbert n'aime pas ça, paraît-il. Alors, Bon Repos, novembre 1662. Je vous écris de ce village de Bon Repos sur le sujet d'un canal qui pourrait se faire dans cette province du Languedoc pour la communication des deux mers océanes et méditerranéennes. Vous nous étonnerez que j'entreprenne de parler de choses qu'apparemment je ne connais pas, et qu'un homme de Gabelle se mêle de nos villages. Mais vous excuserez mon entreprise lorsque vous saurez que c'est sur ordre de Monseigneur l'archevêque de Toulouse que je vous écris. Votre dévoué Pierre Paul. Il était normal que ce soit Monseigneur d'Anglure qui en fasse la lecture. Eh bien oui, Colbert reçoit la lettre. La réponse tarde. Mais l'année suivante, je vois arriver dans ma propriété un messager qui m'annonce que Colbert m'attend à Paris et qu'il me dépêche aussi un ingénieur, François-André aussi, pour m'aider dans mes calculs. En mai 1663, j'arrive dans la capitale, à bord du carrosse de Monseigneur d'Anglure, et je suis reçu par Colbert. Je déplie sous ses yeux la carte qu'a dressée Catherine sur mes indications. Je lui détaille mon plan.
anecdote. Je lui parle alors de ma science des rivières de la Montagne Noire. Lui explique combien notre région a besoin de cette voie d'eau. Lui rappelle combien le passage par Gibraltar est long et dangereux. Quand on a évité les canonades espagnols, il faut encore craindre les pirates de Tunis ou d'Alger. Le voyage dure 2 mois, alors qu'il pourrait être réduit à 2 semaines. Allons, une voie d'eau sûre à l'intérieur de nos terres résoudrait tous nos problèmes. Et Colbert le sait parfaitement. Il en a mesuré tous les avantages. Et il me prie, sans tarder, d'effectuer le tracé des rigoles d'essai d'alimentation. Tout cela à mes frais. Car Colbert, bien renseigné, n'ignore pas ma fortune. Je lance les travaux. On m'a adjoint Henri Bouterouge, l'homme qui a réalisé le canal de Briard. Un canal de pas moins de 56 km de long, qui relie la Loire au loin. 1665, le roi donne l'autorisation d'effectuer les travaux de la rigole d'alimentation. J'engage 750 hommes, toujours à mes frais. Et en 4 mois, oui, en seulement 4 mois, la rigole est achevée. Eh bien oui. 1666, l'édit royal de jonction des mers océanes et méditerranéennes est signé par le roi. Oui, mais avant, il aura fallu le convaincre. J'ai toujours effectué les travaux sur mes propres deniers. J'ai laissé 70 000 livres dans la rigole, quand bien même j'en possédais 1 million. Il a fallu que je monte à Paris, oui, conclure avec Colbert la construction du canal. Et j'y ai été reçu en présence du chevalier de Clerville, alors commissaire aux fortifications. Et celui-ci a ordonné qu'on en réduise la largeur, car le trésor royal ne pouvait en supporter le coût exorbitant. Et pourtant, à l'époque, Louis XIV se répandait en faste. Les travaux de Versailles, la bagatelle de 250 000 livres. Il a fallu trouver des financeurs. Et j'ai fait une proposition. Oui, j'ai fait une proposition. J'effectuerai les travaux sans aucune rémunération. Sans aucune autre rémunération que la propriété du canal et son exploitation. Je demande en outre à être ennobli. Eh bien oui, quoi. Ma famille descend de celle des Arrivetti. Oui, monsieur, celle de Florence. Mais notre titre s'est perdu au travers des âges. Un tel ouvrage mérite un titre de noblesse, non? Qui dit le contraire ici dans l'assistance? Et puis, les nobles sont exemptés d'impôts. 1667, après la signature de l'édit royal, je lance les grands travaux. Je fais recruter, car avec seulement pelles et pioches, il nous faut du monde. Des gaillards. Des gaillards. Oui, je fais recruter. J'annonce un salaire de 10 livres par mois. Eh bien, c'est le double du salaire des brassiers de l'époque. Les ouvriers seront payés en cas de maladie, les jours de pluie. C'est une véritable petite révolution du jamais vu. J'instaure en outre une prime pour ceux qui charrieront les déblais. Oui, une prime et un système de jetons et de tourniquets. Plus de tours de tourniquets, plus de déblais, plus de jetons, plus de paie.
travailler plus pour de toutes les régions de France, hommes et femmes. Et alors là, j'ouvre les chantiers, dont celui du creusement du bassin de Saint-Féréol. Ah, le bassin de Saint-Féréol, la grande idée, l'audace. Il servira de réservoir. 6 millions de mètres cubes d'eau. Un mur de soutènement de 117 mètres d'épaisseur. C'est le premier barrage masse de toute l'histoire. Mais 68. Mais 1668. La première tranche des travaux est achevée. Nous inaugurons le parcours de Norouz à Toulouse. Alors c'est une fête insensée. Ah. Voyez, on fait sonner la musique. Monseigneur Camblure bénit les flots. Le tout Toulouse est en liesse. Les gens sur le bord du canal n'en croient pas leurs yeux. Oui, tout le monde est en liesse. Et dès lors, je reçois le soutien sans réserve, un soutien financier des États du Languedoc. J'en ai besoin, car Colbert commence à se méfier. En 1669, il me tient informé par une lettre qu'il met à mes côtés le sieur de la Feuille pour être témoin du zèle que je mise à l'exécution des travaux. Le zèle. Et je suis en quelque sorte sur écoute par le sieur de la Feuille. Je ne rigolais pas du tout. Oui, je suis sur écoute, mais en même temps, Colbert m'écrit sans cesse pour me renouveler sa confiance, à condition bien sûr que je continue toujours de récolter la gabelle. J'ai plusieurs fers au feu. La prochaine tranche de travaux qui s'annonce de Norouz à la mer Méditerranée est pharaonique. 200 km. 200 km, madame, de chantier. Et j'ai à présent en fermage les gabelles de Cerdagne et du Roussillon. Et bien là-bas, les gens, appauvris par la sécheresse de la région, nous attendent armés. Comment les blâmer? Le roi doit nous envoyer des troupes, une véritable petite armée pour mater les insurrections. Et par-dessus, mon ingénieur, mon propre ingénieur, François André aussi, a mis au point une carte du canal des deux mers et l'a envoyée à Louis XIV. Et il se prétend l'inventeur de l'ouvrage. Et pour ajouter à mon souci, Paul vient de nous quitter. Oui, Paul Mas, qui me déchargeait de la gestion des gabelles. Il vient de mourir et je me retrouve seul, en famille. Heureusement, il y a Jean-Mathias. Jean-Mathias, avec une fort belle barbe aujourd'hui. Jean-Mathias est mon aîné. Il m'aide, car je lui ai acheté sur mes propres deniers une charge de maître des requêtes. Ce qui a rendu fou Colbert. Lui qui pourtant n'a pas hésité à établir ses 7 enfants, à acheter livrera, objet d'art et hôtel luxueux. Colbert. Je dois me rendre dans le Roussillon. J'en reviens malade. Sur une charrette. Pour la première fois, je suis alité et je dois déléguer. Mais j'ai une telle connaissance du terrain que, depuis mon lit, je peux encore donner des ordres, oui. J'ai à présent 10 000 ouvriers sur les chantiers du canal, du port de Sète
et du bassin de Saint-Ferréol. Nous sommes en 1670. J'ai 61 ans. Et je suis fatigué. J'ai englouti ma fortune dans la construction de ce canal. Et j'ai toujours et sans cesse besoin d'argent. Je dois faire appel à des financiers pour me prêter. Et je leur cède l'exploitation de certains tronçons du canal. Ce canal est de loin mon enfant le plus coûteux. Même si je sais que la fortune de ma descendance est assurée. « 1672. Enfin, une bonne nouvelle. Vauban. Alors, commissaire aux fortifications. Vauban, alors commissaire aux fortifications, vient me rendre visite sur le chantier du bassin de Saint-Ferréol. Et Vauban s'énervait. Il apportera d'ailleurs plus tard des améliorations à ce chantier. Vauban s'énervait. Le futur grand Vauban, oui. Mais Colbert ne cesse de m'écrire. Il m'accuse d'avoir détourné de l'argent. Moi, Pierre-Paul Riquet, détourné. Il prend peur dès qu'on l'informe de mon état de santé précaire. Qui saurait achever les travaux s'il venait à mourir? Et il me rappelle sans cesse de verser les gabelles qui augmentaient. C'est du passé. Les impôts n'augmentent plus maintenant. Oui, il me rappelle sans cesse de verser les gabelles. Et bloque parfois les paiements. En vérité, je suis à bout de force. Et c'est là, en 1675, que je dois affronter le plus difficile passage du canal, le Malpasse. Car là se trouve, un peu avant Béziers, la montagne d'Ancérune. Impossible à contourner. Impossible. Il faut creuser un tunnel. Les travaux sont difficiles. Les premiers mètres creusés dans la terre sablonneuse s'écroulent chaque nuit. 3 ouvriers, 3 périssent dans un éboulement. Et personne, bien entendu, personne, que feriez-vous? Personne ne veut reprendre le travail. Lorsque j'arrive sur le chantier, c'est l'émeute. Je parlemente. J'argumente. Et au final, je fais une proposition. Du haut de mes 66 ans, je me tiendrai debout, à côté de ceux qui creuseront. Eh bien, le croirez-vous? En 6 jours, 6, nous franchissons l'obstacle. Et nous nous permettons de faire traverser le tunnel au commissaire du roi en musique. Alors, lorsque Colbert apprend cela, il m'écrit aussitôt. Vous portez sur vous l'austérité du sieur Colbert. Lisez, après avoir décacheté d'une voix claire, sonnante comme Louis d'or. Comme cet ouvrage sera sans doute l'un des plus grands du règne, je vous prie de donner toujours vos soins et votre application à le faire avancer avec diligence et une solidité qui soit d'éternel durée. Oui, merci. Vous avez fait parfait. Regardez. Ça n'est même pas signé. Il m'accorde sa confiance. Oui, mais
déroule dans le même temps. En 1676, après le Malpasse, le canal doit emprunter une dénivellation importante. Les ingénieurs ont mis au point un escalier d'eau avec 8 écluses qu'on appellera plus tard les 9 écluses à Béziers. Ils ont mis au point cet escalier d'eau. 8 écluses, 8. Le devis est largement dépassé. Colbert est fou de rage. Il refuse de payer. Et encore une fois, je dois emprunter à tour de bras. En 1679, je veux encore une dernière fois partir sur un chantier, à cheval. Je ne fais que quelques mètres. Et je m'écroule. Encore une fois, on me couche. Et dès lors, je ne reverrai plus le canal. Je m'en remets à Pierre Cambmas, qui a toujours été fidèle. Depuis mon lit, je donne quelques recommandations qui me viennent à l'esprit à ma femme Catherine, qui ma foi, est fort dévouée. Ces recommandations concernent autant les essences à planter au fil de l'eau que la gestion de l'ouvrage au fil du temps. Mes forces me quittent peu à peu. Je n'ai plus que quelques moments de lucidité. Le 1er octobre 1680, alors qu'il ne reste plus que 4 kilomètres pour arriver jusqu'à l'étang de Thau, je n'ai plus les forces nécessaires pour rester sur cette terre. Je meurs. Et on m'enterre. On m'enterre bien sûr dans la cathédrale de Saint-Étienne de Toulouse. 16 mai 1686. On inaugure le canal royal des Deux Belles. Je ne l'aurais donc pas vu terminé. De mon vivant. Mais ne soyez pas en peine. Ne soyez pas en peine, je suis Fortès. Je suis Fortès qui vais redonner vigueur à toute la région et à son commerce. Et si je suis aujourd'hui parmi vous, hommes, femmes, enfants du XXIe siècle, c'est pour y faire un détour, l'admirer et l'y promener de tout son long. Loin de Colbert. Et si vous prenez le temps en ces journées d'automne de vous rendre à Naurouse, allez près de la fontaine de la Grave. Vous verrez les feuilles mortes hésitent encore à partir, soit vers la mer Océane, soit vers la mer Méditerranée. Je m'appelle Pierre-Paul Riquet. On m'appelait Pierre-Paul Riquet. On m'appellera toujours Pierre-Paul Riquet. Et ce canal, je l'ai construit. Bravo. Super.